Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission RBN France. Lieutenant Sturm à la barre. Je vous retrouve ce soir pour une émission intitulée « Joli temps de crise ». Une émission en effectif réduit, long week-end oblige. Ce soir, monsieur Pascal Lassalle ne sera pas là pour assurer sa chronique, mais vous la retrouverez sur notre blog méridien0@oeffort.com. Toujours Lord Sergueï à la technique qui rend cette émission possible, audible et de qualité. Et je reçois ce soir pour parler de la crise Monsieur K. Bonsoir Monsieur K. Bonsoir à tous. Alors Monsieur K, je vais me permettre de tutoyer, on se côtoie un petit peu dans le civil. Tu es journaliste, consultant et tu es militant, hein, 3 qualités. Enfin, je sais pas si pour la première, c'est vraiment une qualité, journaliste. Il y a journaliste et journaliste, hein, c'est comme dans Les Inconnus. C'est ça, c'est comme le bon et le mauvais journaliste. Et donc, tu t'intéresses particulièrement et de manière soutenue aux questions de géopolitique, au sens large, qui comprennent évidemment les questions économiques, financières, les questions sociales. Donc ce soir, on a intitulé l'émission « Joli temps de crise », un petit clin d'œil à un groupe musical que nous aimons beaucoup, Île-de-France, sur son album « Non à la dictature planétaire ». Hein. Joli temps de crise, et on l'a sous-titré origine, bilan et perspective. Voilà. Alors, vaste programme sur 7 heures d'émission. J'imagine qu'on n'aura pas tout le temps nécessaire pour traiter l'ensemble de ces questions. On y reviendra. De toute façon, la crise, on y est depuis un bon moment et je pense qu'on ne va pas en sortir avant un long moment. Je ne suis pas le seul à le penser. Toujours est-il qu'il est intéressant, à l'approche des grandes vacances, tout le monde lève le pied, on reparle de choses légères, et bien nous on prend un peu le contre-pied ce soir en essayant de faire un premier bilan des 18 mois écoulés qui ont été, sur le plan mondial, sur le plan européen et sur le plan français, assez catastrophiques. Malgré d'ailleurs ce caractère de grande catastrophe, on peut noter l'absence de réaction, enfin de réaction de masse, peut-être à l'exception de la Grèce, on peut noter cette absence de réaction. Autant les différentes crises, celle des années 30, enfin des années 20-30 et celle des années 70, avaient généré des mouvements de population gigantesques. Autant là, pratiquement 500 000 chômeurs de plus et pas beaucoup de manifestations. C'est un des côtés assez intéressants de cette crise. Bref, on va commencer notre échange sur les origines de la crise. Alors, je crois que tu as une analyse un peu plus longue en termes de cycle que la plupart des gens qui disent oui, la crise prend ses racines dans l'accélération des flux monétaires à l'horizon 2004, 2005, 2006. Toi, tu dis carrément que la crise, on y est depuis un siècle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il me semble, alors après je peux me tromper, mais il me semble que la crise qu'on vit actuellement est la grande crise du capitalisme qui avait été annoncée par les analyses de Marx, mais pas seulement, par les analyses du socialisme, qu'il soit marxiste ou non, ou également les analyses du socialisme français, pardon. Et moi, cette crise des subprimes qui a été en fait l'étincelle qui a déclenché la crise financière et maintenant la crise institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons, j'ai été informé de la venue de cette crise peut-être 1 an et demi avant qu'elle n'éclate, ou même qu'on en parle dans la presse américaine ou européenne, parce que là aussi il y a des décalages. On en a parlé plus tard en France qu'on en a parlé aux États-Unis, bien sûr. Et je me souviens à l'époque, je travaillais pour un magazine qui fait également de la finance grand public, et je parlais avec mes collègues autour de la machine à café, leur demandant, alors tous experts, enfin je veux dire invités sur les plateaux de télévision, je leur disais alors cette crise des subprimes, comment vous voyez ça? C'était avant qu'elle ne contamine évidemment l'ensemble du système, et ils me disaient non c'est rien, ce sera l'affaire de quelques milliards, les Américains vont faire, il y aura une petite crise d'assainissement en fait, parce que la crise c'est toujours ça, c'est toujours une bulle qui éclate et on en revient à des choses plus concrètes, plus réalistes, plus proches. Voilà, on sort de la rêverie et du pari en fait de l'économie casino pour revenir à la réalité des valeurs. Et il me disait non, ça va se régler tout seul. Et je me souviens de parler avec les maquettos du magazine en question, qui sont les soutiers. Maquetto? Oui, les soutiers, si vous voulez, c'est-à-dire les gens qui font la maquette, qui font la mise en page, etc. La cheville ouvrière du journal. Voilà, et qui n'étaient pas de l'aristocratie financière de la rédaction et n'ont pas les mêmes âges non plus. Et ces jeunes gens d'une trentaine d'années comme moi, nous échangions en fumant nos cigarettes clandestines sur les balcons du journal, et nous échangions sur cette crise.
Et j'ai remarqué que malgré les divergences idéologiques qui pouvaient nous séparer, d'abord que nous avions une profonde sympathie générationnelle, nous voyions les choses avec le même regard, et ils étaient beaucoup plus inquiets et beaucoup plus au fait en fait de ce qui était en train de se tramer. Et je me souviens très bien d'avoir dit dès l'époque, alors que la crise n'était pas encore dans les tuyaux en France, ça, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est-à-dire une hausse importante de l'or. À l'époque, j'avais conseillé à ces jeunes gens l'achat d'or. Oui, je me souviens, on s'était croisés et tu m'avais d'ailleurs dit achète de l'or. Absolument, et je dois dire que j'ai gagné sur une pièce de 100 euros. Donc moi j'ai acheté 99 euros, j'en ai fait 100 depuis que j'ai acheté les miennes. Et j'ai des camarades qui en ont acheté récemment. La pièce était à 140 euros. La pièce de Napoléon, elle est aujourd'hui à 190 euros. Donc qu'est-ce que ça signifie? Parce que nos auditeurs vont croire qu'on est de vieux harpagons sur nos pièces d'or, en train de mordre chaque sou pour vérifier ça. Oui, tout à fait. Sa densité. Non, c'est pas du tout le cas. Si je dis ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ce rush qu'il y a eu véritablement sur l'or ces derniers temps. Qu'est-ce que ça manifeste? Je crois que tout le monde le sait, l'or est une valeur refuge. Et lorsqu'il y a un déficit de confiance sur les monnaies, en particulier évidemment sur le dollar, vous avez vu la chute, la plongée du dollar, qui en fait est une plongée artificielle, puisqu'ils font marcher la planche à billets ils ont cessé d'ailleurs de communiquer il y a un moment déjà de ça, il doit peut-être y avoir 2 ans, 18 mois ou 2 ans, le 3M, je crois, c'est un indice, c'est l'indice qui indique la quantité de dollars en circulation dans le monde. Et ils ont cessé de le publier, justement parce que ils ont en fait une énorme, c'est même pas une bulle là, c'est carrément un ballon. Oui, voilà, un ballon dirigeable, mais non dirigé. Voilà, non dirigé, un dirigeable de dollars. Et évidemment, le déficit de confiance conduit les gens à se tourner vers des valeurs refuges. Et en réalité, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que l'or est aussi, surtout l'or monétaire, l'or physique. Je parle pas de la valeur or que vous avez sur votre compte, mais l'or physique. C'est aussi, depuis toujours, la valeur que les gens veulent avoir sous le matelas ou dans les boîtes à biscuits. Le jour où le monde s'écroule. Voilà. C'est tout simple. Et d'ailleurs, ce n'est pas... Donc tu as acheté de l'or dans la perspective du monde qui allait s'écrouler le 31 décembre 2012. Pas exactement, mais je dois dire que le jour où il n'y aura plus... Enfin, si les banques ferment, c'est déjà arrivé. Hein. Ouais. Je me souviens que le premier événement qui avait allumé les lumières rouges dans l'esprit de mes collègues journalistes financiers, c'était l'histoire de Northern Rock, cette banque britannique qui était au bord de la faillite, et les gens faisaient la queue devant la banque. Et ça, c'est très mauvais, hein, parce que ça renvoie à des souvenirs. En France, ça renvoie aux souvenirs aussi de Lowe, le premier qui a introduit la monnaie fiduciaire en France et qui était un Écossais. D'ailleurs, je me demande quels étaient ses liens exacts avec d'autres entreprises écossaises. On sait qu'on y a développé et la banque et aussi des entreprises de bâtiments, pour ceux qui voudront comprendre, et que cette pratique a été introduite... De maçons très francs du collier, c'est ça? Voilà, tout à fait, ouais. Et que cette pratique a été introduite en France par cet Écossais, qui était un véritable aigrefin en réalité, et que c'était donc sous le règne de Louis XIV, et qu'il est parti avec la caisse, parce que les gens, au bout d'un moment, ont perdu la confiance. Je rappelle aussi un autre événement en France, qui est peut-être pas dans les consciences ou dans les mémoires vives des gens, mais qui est en tout cas dans la mémoire du pays, dans son inconscient, c'est l'affaire des assignats, qui était la première vraie monnaie papier, et qui les ouvriers étaient payés en papier-monnaie, et ils avaient une énorme perte dans leur capacité d'acquérir les biens de première nécessité, et elle se dévaluait sans cesse. Et c'est un peu ce qui nous arrive en réalité, c'est-à-dire que l'argent aujourd'hui n'a pas de valeur. L'argent qui a été balancé à milliards sur les marchés pour sauver les banques, parce qu'elles avaient des crises de liquidité. Je rappelle qu'elles ne manquaient pas d'argent. Les banques avaient de l'argent dans leur coffre. Avant d'entrer dans le processus qui a conduit à l'effondrement des bourses européennes et enfin des bourses de la planète entière, hein, puisqu'il y a vraiment d'énormes chutes. Pardon. Est-ce qu'on peut revenir sur ton analyse des origines? Voilà. Origine à long cours, à long regard, moyen et court regard. Oui. C'est-à-dire manifestation, on le comprend bien, 2004, 2005, 2006, prémisse, mais en fait ancrage bien plus profond et bien plus lointain dans le système capitaliste.
Le capitalisme est un système qui fonctionne sur la crise, qui fonctionne sur sa mutation. Enfin, c'est un système profondément révolutionnaire. C'est ce que ne comprennent pas une partie de la gauche. Oui, mais au mauvais sens du terme, révolutionnaire. Oui, tout à fait. C'est ce que ne comprend pas une partie de la gauche et non plus une partie de la droite, et particulièrement, et c'est là le plus grave, une partie de la droite révolutionnaire. C'est que de la droite émeutière, je sais pas comment on peut appeler ça, ou en tout cas des patriotes sociaux. Enfin, extra-parlementaires. Voilà, c'est que ou les autonomes. Bon, c'est que le système capitaliste, surtout le système capitaliste du désir, tel qu'il a été analysé par Lukács, par exemple, c'est un capitalisme qui a changé le point d'équilibre, si vous voulez, entre la production et la consommation. Disons, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, nous étions quand même dans un capitalisme de la production. Ce qu'on appelle le capitalisme de papa. Aussi médiatisé. Parce qu'il y avait évidemment d'autres caractéristiques que d'être un capitaliste de production, c'est-à-dire qu'il était un capitalisme plutôt, alors disons paternaliste, avec certaines restrictions, avec une éthique certes string, c'est un string éthique, mais il y avait, en tout cas, il voulait se donner quelques apparences de l'éthique. Elle se donnait aussi des apparences du sérieux, de l'épargne, etc. Bon, on était dans un capitalisme, disons, de premier type. Après la guerre, nous rentrons dans la société de consommation, dans un capitalisme dont le moteur n'est plus la production, mais justement la consommation. Et je voudrais dire par là, c'est que ce capitalisme-là à la différence du premier qui n'est pas plus enviable, parce qu'il n'y a pas de différence de nature, qu'on me comprenne bien, il n'y a pas de différence de nature entre les deux, c'est une différence de degré. Mais la différence de degré entre ces deux capitalismes conduit le deuxième à vivre principalement, par exemple, en s'élargissant, en s'émancipant de toutes les considérations réelles, du concret, ça conduit ce capitalisme, par exemple, à prendre les populations immigrées, à les exploiter, alors que le premier capitalisme avait une sorte de fonctionnement naturel. Il exploitait son bassin d'emploi, son bassin humain, ouais. Avec sauvagerie. Souvent, pas toujours, mais souvent. Mais localement. Et là, j'ai envie de dire qu'il surajoute à la sauvagerie de l'exploitation capitaliste la transhumance humaine permanente. C'est ça. Et en fait, nous avons le capitalisme était en fait un horizon qui a progressivement renié ce qu'il y avait de comportement, d'éthique, et de solidarité, et aussi d'inutilité, de gratuité précapitaliste, toutes les institutions non marchandes qui le précèdent, la famille, la patrie, les solidarités populaires, les corps sociaux, tous les corps intermédiaires, tous les lieux d'enracinement, tous les lieux en fait, mais qui n'ont pas forcément d'utilité. Je veux dire, par exemple, aussi dans l'ancien régime, il y avait un tiers de l'année qui était des jours fériés. Vous comprenez bien que les gens qui sont des réformistes, des gens qui veulent l'efficience, la mobilité, la modernité, etc., ne veulent pas. Ils veulent réduire les congés. Ce n'est pas un hasard si c'est le capitalisme de deuxième génération, celui dont je parlais, qui attaque le dimanche, où c'était un pacte entre, j'ai envie de dire, les deux France. La France, disons, blanche, héritière de la contre-révolution, du catholicisme social, etc., et la gauche, enfin la France de gauche, laïcarde, républicaine et ouvrière. Il y avait quand même, on était tombé sur un accord qui était une sorte de consensus national et qui est extrêmement précieux. Chômé. Voilà. Et on voit, par exemple, dans des journaux comme La Décroissance, qui sont qui n'ont pas, il y a à boire et à manger, mais il y a des choses intéressantes. On voit que malgré une veine anti-religieuse qui court dans ces pages, on voit malgré tout une même rébellion que dans les milieux de la CFTC, par exemple des milieux syndicaux de la CFTC, donc du syndicalisme chrétien, pour des raisons très diverses, mais de l'inquiétude sur le travail de dimanche. Et là, on voit que ces lois, par exemple, vont être passées de manière très subreptice, mais ce à quoi nous assistons, et ça j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de la crise, je reviens à mon capitalisme, c'est à la crise prétexte aussi. C'est-à-dire que la crise a été le grand prétexte pour mettre les quadragénaires à la porte des entreprises. Il a été évidemment les quinquagénaires étaient déjà en train de faire leur carton, donc j'en parle pas. Et aussi pour le refus de l'embauche des plus jeunes et toujours plus de mécanisation, de robotisation, délocalisation et de précarité dans l'emploi, parce que l'embauche des plus jeunes signifie aussi des contrats courts, des contrats non certifiés, une véritable épée de Damoclès permanente pour le jeune travailleur aujourd'hui, qui est celle de l'éjection pure et simple, avec aussi la menace sourde dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire écoute, si tu veux pas bosser, moi je prends un immigré là, pour la moitié de ton salaire, il fera le même boulot. C'est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a d'ailleurs
une collusion syndicat-patronat sur ce plan qui est assez délirante, sur les travailleurs immigrés sans papier, Tout à fait. qui sont habilités à travailler sans qu'on cherche à modifier d'ailleurs fondamentalement leur salaire. Alors pour en revenir à mon capitalisme, sur la source, ce deuxième capitalisme, ce turbo-capitalisme de la consommation, lui aussi vit comme un moteur à explosion, si tu veux. Le capitalisme de manière générale, mais lui particulièrement vit de la crise, de la fragilité, de la précarité dans laquelle il se met lui-même. Il vit principalement de revenus qui n'ont pas trait au temps long. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la construction d'un outil industriel avec, j'ai envie de dire, un projet humain il faut forcément qu'il y ait un projet humain qui accompagne le projet économique. Je veux dire, les gens qui travaillent dans les entreprises ne sont pas de la matière première qui est corvéable et jetable à souhait. Et donc nécessairement un capitaine d'industrie qui ferait preuve d'une responsabilité sociale, ce qui est un peu le modèle économique que nous promouvons, il me semble, c'est-à-dire que nous ne sommes pas contre l'entreprise, l'initiative en matière économique. Nous voulons simplement que celui qui prend des initiatives en matière économique comprenne bien que l'homme est au cœur de nos préoccupations, qu'il doit mettre l'homme au pinacle. Système solidariste. Voilà. Avant tout à fait. Et donc, nous comprenons bien que les gens qui procéderont comme ça seront désavantagés par rapport à ceux qui voudront de la rentabilité à court terme, puisque c'est comme ça que le système est construit. C'est sur ce principe-là. L'argent est au centre, donc l'immédiateté est au centre, l'irresponsabilité est donc la conséquence immédiate et logique de la primauté de l'argent. Et donc, nécessairement, ce capitalisme, et je vais t'en donner un exemple, tu vas comprendre le parallèle tout de suite, ce capitalisme vit aussi de la transgression. On demande à ce capitalisme de se moraliser. Alors on voit le nain de l'Élysée s'agiter pour demander la moralisation du capitalisme. C'est à mourir de rire. S'il n'y avait pas tant de drames sociaux qui accompagnaient ce genre de rodomontade. Moralisation que les grands banquiers, il y a quelques mois, ont stoppé net en Suisse en disant, bon écoutez, maintenant tout va bien. Oui. Vos tentatives de régulation, laissez tomber, on s'en occupe, on va faire le ménage nous-mêmes. En gros, retour à la case départ. Ils vont faire des chartes éthiques. Voilà, c'est ça. Ils vont faire des chartes éthiques qui vont signer entre eux. Et les mêmes que sur le développement durable. C'est ça, ou sur l'embauche des handicapés, ou des femmes, ou des noirs, etc. Donc c'est toujours sur le plan publicitaire que tout cela est fait. Mais comment voulez-vous moraliser une entreprise capitaliste, qui, dans son nom, là je parle de l'ensemble du turbo-capitalisme présent, alors que justement il ne vit que déjà sur une symbolique de la transgression. Je vais vous donner un exemple où tout le monde va comprendre. La publicité est fondée sur la nudité des femmes, par exemple. On vend des bagnoles, des yaourts, des bouteilles de champagne, tout est vendu avec des nichons et des culs. Donc ça ne choque personne, mais c'est tout simple, c'est parce que l'homme est un animal qui a beaucoup de faiblesses, la chair est faible, chacun le sait, et donc ils exploitent cette faiblesse et cette immédiateté. Non, je rigole. Les publicitaires exploitent cette faiblesse que nous avons. Voilà, moi je suis le premier à le reconnaître. Voilà, on voit une paire de nichons, on a envie d'acheter une bagnole, on voit une paire de nichons, on a envie d'acheter un yaourt, parce que voilà, c'est tout à fait ça. C'est Pavlov, c'est Tchakotine qui ont montré les liens profonds entre, je dirais, les passions humaines et la pulsion d'achat. Et ben voilà, on a rabattu le désir des hommes sur la pulsion d'achat. Par ailleurs, ils ont très peu de vrai bonheur. Ils n'ont que des temps d'achat, des temps de consommation. Et chacun sait aussi que il y a une dépression post-achat. Et c'est donc une machine qui est toujours appelée à renouveler un tour. Allez, on remet un coup. L'excitation, on a la somme pour acheter, on achète, on jouit de cet achat, et puis ensuite, on redescend, telle une bonne dose de drogue. Et on a besoin d'un autre. On a la chute, la descente, et il nous faut une nouvelle perspective d'achat pour reprendre goût à l'existence. Et une société qui fonctionne sur ce principe-là n'est pas une société viable, ni sur le plan des ressources, parce que la planète a des ressources limitées, ni sur le plan de l'éthique, parce que ça veut dire, on s'étonne de la disparition de la sociabilité la plus minimum dans les transports en commun, dans les espaces publics. En dehors du fait qu'il y ait une très grande hétérogénéité de population maintenant dans ces lieux qui fait qu'ils ne se sentent pas de solidarité. Oui, il n'y a plus de convivium, il y a plus de vivre ensemble. Comme ils ne se sentent pas de solidarité naturelle avec les populations de souche, si on veut, il est beaucoup plus facile de se comporter de manière agressive, etc., quand les choses ne sont pas à nous et qu'on n'a pas de lien, qu'il n'y a pas de sanction possible. Bien sûr. Ils ne font pas ça dans leur salon, vous voyez, parce que la sanction est immédiate. Ils ne font pas ça non plus dans leur pays d'origine. En revanche, qu'ils le fassent,
l'inverse, j'ai envie de dire, c'est pas une surprise. Parce que d'abord, ils ne se sentent pas de lien immédiat avec ils ne se sentent pas d'obligation avec les gens qui les entourent. Et d'autre part, ils sont élevés à la pulsion par la télévision. Je veux dire, c'est des enfants qui ne sont pas comme ça en raison de leur ascendance, telle ou telle origine qui serait génétiquement marquée par la connerie. Non, c'est parce qu'il y a cette hétérogénéité plus l'élevage en batterie dans des écoles où il n'y a pas de spiritualité, où il n'y a pas de transmission de civilisation, il n'y a pas de transmission d'un plus que soi, et puis élevé par les comme disent les Américains, par les médias. Je pense là à Adbusters, qui a fait des clips là-dessus. On peut tout à fait faire le parallèle avec les gens qui sont dépendants à la drogue ou qui dépérissent à une vitesse incroyable et perdent toute notion de sociabilité. En fait, la société capitaliste crée un gigantesque marché de drogués à l'achat. Oui, absolument. En plus de détruire, parce qu'elle en vit, elle vit d'une sorte de cannibalisme de tout ce qui est précapitaliste. Ça, c'est très très bien analysé par Jean-Claude Michéa, par exemple, dans ses ouvrages. Je pense à L'impasse Adam Smith ou encore Orwell, anarchiste Tory. Il explique très bien que le capitalisme vit de cannibalisation de tout ce qui le précède et tout ce qui lui est extérieur. D'ailleurs, c'est si vrai qu'ils veulent, enfin, le système veut sans cesse faire rentrer dans la sphère marchande des choses qui sont gratuites. Là, je pense par exemple à ce qu'est en train de faire Sarkozy sur les assurances. Bon, voilà. Normalement, il y a des solidarités familiales qui existent, qui devraient exister. Je pense par exemple là, d'ailleurs, les populations immigrées ont des choses à nous apprendre là-dessus. Ils ont une solidarité. C'est aussi un mythe. Peut-être. C'est un mythe parce que à 2 ou 3 générations, la solidarité explose. La chose sera réglée naturellement dans le système capitaliste. La chose sera réglée dans 2-3 générations, j'en suis bien convaincu. Elle est déjà réglée pour les premières les troisième générations aujourd'hui. Sûrement que tu as raison. En tout cas, ce que je remarque, c'est que pour une part, dans le monde justement qui est moins dans le centre du moteur, si tu veux, de ce capitalisme de deuxième génération, il y a des solidarités naturelles qui existent encore. Je pense certains pays d'Amérique du Sud où j'ai pu me rendre, ou même certains pays d'Europe. Je veux dire, au sud de l'Italie, il est encore fréquent, oui, ou à l'est, que des parents soient à la charge de leurs enfants, etc. Eh bien, le projet de Sarkozy, c'est de constater une sorte de fracture entre les générations, comme aurait dit joliment Chirac. Mais alors il veut régler ce problème en rendant obligatoire une assurance dépendance. Bon, évidemment, tout ça est très bon pour les grands groupes d'assureurs. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que ça ne règle pas des tas d'autres problèmes. C'est bien que les personnes âgées ne meurent pas dans leur appartement, comme ça a été le cas, dans la solitude et dans l'oubli, dans des conditions absolument atroces, comme c'était le cas pendant la canicule 2003. Mais le problème d'une assurance de ce type, c'est que, d'une certaine manière, les gens se déchargent de leurs devoirs familiaux sur ce genre de produits. On commoditise, on fabrique des produits, quasiment de la matière première et du service qu'on peut aussi mettre en bourse pour tout, y compris les choses les plus anodines. Oui. Alors, des exemples amusants, récemment, il y a maintenant des coachs pour les parents, les jeunes parents, c'est-à-dire la maman vient d'accoucher, la jeune femme vient d'accoucher, le bébé arrive à la maison, il y a maintenant des coachs qui apprennent aux parents, qui sont en fait les grands enfants du capitalisme, qui viennent de lâcher la PlayStation et la masturbation intellectuelle ou physique. Et ce coach arrive et explique aux parents hébétés que le nourrisson, cet objet étrange, ce petit ovni, doit recevoir un biberon, doit avoir des couches changées. Enfin bref, on n'est pas encore au fond, mais enfin on est déjà dans quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a du coaching avant. Comment trouver l'âme sœur. Ensuite, il y a du coaching pendant. Comment durer en couple. Il y a du coaching pour la maman. On l'aide pour l'accouchement, etc. Pour le papa, il y a du soutien. Et puis ensuite, une fois que le bébé est là... Enfin bref, c'est extraordinaire, du berceau au tombeau. Oui, alors justement, c'est ça qui est incroyable avec ce capitalisme de deuxième génération, c'est que jusque dans le détail... Pour exister, pour se développer, puisque c'est toujours le culte de la croissance qui est au cœur de toutes ces préoccupations, il faut marchandiser, le mot est un peu barbare, mais c'est exactement ça dont il s'agit, marchandiser l'ensemble de l'existence. Un jour, on paiera des impôts sur la respiration. C'est un peu déjà le cas avec la taxe carbone, d'ailleurs. Bon, je m'étends pas, mais voilà. Alors, pour revenir juste à l'origine de cette crise, elle est
intrinsèque, parce que le capitalisme vit de ses crises comme un moteur à explosion, vit des explosions qu'il produit. Il vit du manque et même pas du manque, il vit de son immoralité, puisque il ne peut pas vivre sur une éthique de la réserve, de la prudence, de la légèreté, du long terme, de l'économie, au sens où on l'entendait dans le monde ancien, dans le monde que moi j'ai connu enfant, c'est-à-dire faire des économies, c'était pas thésauriser, cacher de l'argent, planquer de l'argent, c'était simplement prévoir. Voilà, tout à fait. Ouais. Et l'économie n'était pas fondée justement sur le vol, comme on l'a vu à grande échelle pendant la crise, ni sur l'immoralité de principe d'une entreprise quelle qu'elle soit, mais sur justement la prévoyance, l'épargne, la patrimonialité, le principe de patrimonialité en toute chose. Voilà. Et je crois que c'est vers une économie de ce type qu'il faudra qu'on s'oriente, mais peut-être on abordera ça en conclusion. On abordera ça tout à l'heure. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc cette crise a des racines profondes, intrinsèques au capitalisme. Le capitalisme se nourrit d'une cyclicité de crises dans lesquelles finalement il fait le nettoyage à chaque fois et il repart sur de nouvelles bases, il se nourrit. Alors on pourrait presque imaginer le capitalisme comme un nuage de criquets finalement, qui arpente la planète de place boursière en place boursière, qui détruit, qui se nourrit, qui repart. Ceci dit, est-ce que ce système va pouvoir fonctionner longtemps sur ces crises? Parce que il y a deux analyses de la grande crise qu'on vient de subir et dans laquelle on est encore en plein dedans, parce que on nous fait de belles déclarations dans les gouvernements et dans les grandes banques en nous disant on voit l'emploi frémir, un début d'éternuement de reprise est à annoncer. Mais est-ce que l'autre analyse, l'autre façon d'analyser, qui est celle d'un certain nombre d'experts, c'est de dire attention, c'est le premier épisode cardiaque d'un grand malade. Voilà, d'un grand cardiaque, c'est son premier infarctus. Moi, je crois que c'est le début de la grande crise du capitalisme qui a été annoncée par l'analyse marxiste, comme je le disais en introduction de l'émission. Mais surtout, je crois que c'est le début d'une grande crise politique. Parce qu'à la rigueur... Justement, ma question suivante, c'est à partir de cette crise, dont les effets pour nos concitoyens sont essentiellement sociaux, financiers, économiques, patrimoniaux, humains, est-ce qu'on peut élargir un peu la réflexion et se poser la question d'une crise civilisationnelle, d'une crise globale? Comment la définir véritablement? Moi, ce que je trouve intéressant dans cette crise, c'est qu'en fait, elle répond... Enfin, elle a été latente. Elle a été latente, d'abord, au sens où elle courait, elle a couru tout le siècle. Mais elle était surtout... À chaque fois, il y avait un sauveur. Oui, les États-Unis, la Chine, la guerre est la grande pourvoyeuse de liquidités, n'est-ce pas? La Première Guerre mondiale a été, j'aime pas les explications monocausales, mais pour aller vite, elle a été principalement causée par le fait que l'Angleterre était au bord de la faillite, et qu'il lui fallait un rebond. La guerre d'Irak, la crise que nous avons là, nous l'aurions eu plus tôt. La guerre d'Irak a été un formidable... La première ou la seconde? Non, la deuxième, bien sûr. Je pense à la deuxième. La première, j'ai pas eu le loisir de... Formidable appel de devise pour les Américains. Alors évidemment, ça coûte très cher aux taxpayers américains, comme on dit, aux contribuables américains. Mais tout le monde n'est pas perdant dans l'histoire. Les grands groupes, Halliburton, pour pas les citer. Oui, les fameux complexes militaro-industrialo, financiaro, pétroliers, etc. Voilà, etc. Ce sont les grands bénéficiaires de tout cela, n'est-ce pas? Ils font payer en plus les services rendus à l'armée américaine à des tarifs prohibitifs. Je veux dire, une lessive pour un soldat américain en Irak lui coûte peut-être 10 fois le prix qu'elle lui coûte dans son Alabama natal. Voilà, donc c'est des gens qui surfacturent tout, qui vivent en plus de contrats privés. Donc voilà. Alors, mais cette crise, elle est comment? Elle est quoi? Globale? Qu'est-ce que c'est? Alors, globale, oui, à partir du moment où l'économie est financiarisée et la finance est mondialisée, elle sera globale, encore qu'elle touchera les gens de manière très différente. Elle touchera en la France de manière très différente des autres pays, encore qu'elle la touchera de manière beaucoup plus violente. Elle la touche, mais moins fort que les autres pays. Alors, on dit toujours que... On va y revenir tout à l'heure, mais on dit toujours que la France... On va faire une petite pause là-dessus, s'arrêter un petit peu sur les effets de la crise en France ces 18 derniers mois. On dit toujours que la France est protégée par son système.
sociales, par les lois mises en place, qu'on a toujours des effets de crise atténués, qu'on en sort certes plus lentement d'une crise, mais qu'on ressent moins les effets que d'autres pays avec des économies, on va dire, plus verticales, un peu plus brutales, avec une moindre diversification des flux financiers, des balances de paiement et d'échange, etc. Alors il y a une raison il y a plusieurs raisons pour expliquer le fait que la France est moins éreintée par ce genre de crise. D'abord, c'est qu'en effet, elle a un système social qui à la fois est confiscatoire, donc qui est extrêmement coûteux pour les gens qui produisent la richesse dans le pays. Il y a l'énorme poids de l'immigration, j'y reviens pas, mais si on notait, disons, ces deux choses-là, la France est malgré tout un pays qui a un système social mixte, qui n'est pas purement vertical ou en gros, pour faire simple, on n'est pas comme en Angleterre, livré quasiment à soi quand on est dans une situation problématique. Et on a un tissu industriel qui fait, enfin encore que maintenant on est complètement désindustrialisé, j'ai pas le temps de tout développer, mais on avait un système d'emploi, enfin un tissu, un maillage de l'emploi qui fait que et puis il y a aussi des questions de géographie, des questions de terroir, d'implantation de l'agriculture, etc. Il y a tout un tas de raisons qui font que la France, comme elle est un pays déjà assez vaste, enfin par sa superficie, que la population y est assez bien disséminée, qu'il y a un tissu économique de petite et de taille moyenne assez étendu. On encaisse mieux parce qu'en fait l'économie est plus soit c'est le grand groupe, c'est le grand groupe Areva, Renault, etc., qui n'est plus français, mais qui en tout cas l'a été à un moment donné. Donc évidemment, on peut difficilement parler de ces choses. Alors est-ce qu'on est en train de parler en termes d'amortisseurs? Est-ce que l'amortisseur, ce sont ces 890 000 PME? Oui, moi j'en ai vraiment la certitude, et surtout c'est la PME et c'est la TPE, c'est-à-dire vraiment le boulanger du coin, l'artisan. Alors on dirait il y en a plus beaucoup, il y en a encore suffisamment en tout cas pour qu'on ne ressente pas les effets de la crise avec la même violence, parce que les échanges sont quand même assez localisés, disons. Voilà. Et puis on a le grand groupe. Voilà, le modèle français, c'est le grand groupe para-étatique, France Télécom, Areva, EDF, etc. Et puis la petite et moyenne entreprise. Le tissu industriel allemand est différent. Ce sont des moyennes et grandes entreprises plutôt de type industriel à l'exportation, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Allemagne est le grand champion de l'austérité pour la Grèce et pour les autres pays d'Europe, et également le grand gagnant de cette crise. En tout cas sur la scène politique européenne. Mais voilà, la France encaisse mieux. Alors malgré cette capacité à encaisser, malgré qui est faite à la fois de géographie, de comportements sociaux et culturels, la France a quand même posé un genou à terre ces 18 derniers mois. Alors, bataille de chiffres entre le BIT et le gouvernement pour le nombre de chômeurs. On parle de 350 000 emplois détruits en 6 mois. On parle de 600 à 800 000 chômeurs, nouveaux chômeurs. Les chiffres sont masqués. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. La réalité, elle est où? La France est touchée, durement touchée, durablement touchée? La France est durablement touchée, elle est durement touchée. Elle l'est moins. Alors par contraste, elle l'est moins que des pays comme l'Espagne où il y a 25% de chômeurs. Oui, parce que on va en parler dans quelques minutes. Mais l'état de nombreux pays européens voisins est critique. Ah, ils sont les deux genoux à terre, nettement. Voilà. La France s'en sort mieux, mais elle, comment dire cela, sans susciter l'émoi des auditeurs, on n'a rien vu. La crise ne fait que commencer. Le grand prêtre Attali, je l'appelle le grand prêtre, le grand Khan Attali, qui est Attali Khan, voilà, qui était conseiller de Mitterrand, qui est maintenant aussi un des conseillers occultes de Sarkozy, occulte dans les deux sens du terme. Il est était le grand promoteur de ce capitalisme sauvage, nomadisé, etc., sans aucune responsabilité locale. Mais il est un permanent des plateaux télévision. Quoi qu'il arrive, c'est lui qu'on interroge. Ce qui est formidable, c'est qu'il a été le promoteur de ce qui nous arrive et qu'il est là à donner des leçons, à faire les leçons à tout le monde. C'est extraordinaire. Oui, maintenant il se prend même pour un pompier. Il dit voilà comment éteindre le feu en Europe. Voilà. Alors que il a sa carrière. C'est pas drôle du tout. Sa carrière de banquier même prouve son incompétence, mais c'est pas grave. Cet homme qui fait des prophéties économiques, de crise, etc. Puisqu'il parle lui de la crise culturel, depuis. Ça, Non, j'arrête. Il parle de la crise depuis je crois l'été 2009. En disant que c'était la pire que les années 30.
ce en quoi il avait raison. Je me souviens qu'il avait donné un entretien au journal du dimanche où il expliquait ça, que la crise dans laquelle nous entrions était catastrophique, qu'elle était plus lourde que la crise des années 30. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir. C'est que les Français connaîtront la crise de manière beaucoup plus féroce que ce que ça n'a été dans les années 30 pour une raison simple. C'est que d'abord, le tissu bancaire français n'est pas du tout celui qu'il était dans les années 30. Les gens sont beaucoup plus détenteurs de crédit. Il y a les banques entre elles sont connectées à la banque, j'ai envie de dire à la banque mondiale, enfin au système bancaire mondial, international. En fait, on a abattu les frontières. Les haies, si vous voulez, c'est comme en agriculture, on a abattu tous les haies. Le remembrement. Voilà, pendant le remembrement, bref, si vous voulez, de la mondialisation. On a uniformisé le paysage bancaire. Voilà. Et surtout, on a soudé les banques dans un immense réseau mondial. C'est ça, c'est-à-dire que quand... un vrai jeu de domino, quand c'est ça va l'effet mal. papillon. Voilà. L'effet papillon. Okay. Quelqu'un lâche un paix à Singapour et un papillon enfin oui, voilà. Donc, vous aurez compris. Et ça, c'est évidemment très différent, puisque la France était protégée par ses haies, par ses frontières, par des frontières culturelles aussi, par des solidarités aussi qui avaient été moins entamées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de dire aussi par une sociabilité qui fait qu'il y avait des solidarités naturelles. Et puis, les gens vivaient encore à la campagne. Oui. Puisque les gens, il y avait peut-être 35 millions d'agriculteurs en France. Je dis un chiffre comme ça, j'en sais rien. Mais 20 au moins. Enfin, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ils sont 6,8% de la population. C'est dérisoire. Très bien, on va faire une petite pause musicale qui rappellera le titre de cette émission, Un joli temps de crise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait choisi ce titre en clin d'œil à un groupe qui nous est cher, Île-de-France, sur son album Non à la dictature planétaire. Eh bien, nous allons l'écouter tout de suite, justement, Joli temps de crise. Écoutez bien les paroles, ça a été écrit il y a quelques années, mais c'est toujours autant d'actualité. À tout de suite. C'était un
De retour après cette pause musicale, vous êtes toujours sur Méridien Zéro. Merci à Île-de-France pour ces paroles toujours aussi percutantes. Alors, on revient très vite, Monsieur K, sur l'état de la France dans la crise. Et alors moi, il y a quelque chose dont je parlais en introduction de l'émission. Il y a quelque chose qui ne cesse de m'étonner, c'est l'absence totale de réaction de masse, on va dire. J'ose même plus parler de peuple là, hein, mais de comportement de rébellion, ou en tout cas de colère, de saine colère populaire vis-à-vis des institutions financières, boursières, bancaires, politiques, que sais-je, étatiques, rien. Autant la crise pétrolière des années 70 avait vu des rondes syndicaux gigantesques. On se souvient de Monsieur Krasuki, on se souvient de ces réunions qui duraient 3 jours dans les ministères, la clope au bec d'ailleurs, à l'époque où c'était encore permis, hein. Les casquettes enfoncées des syndicats, les types dormaient pas de la nuit, des litres de café, mais ils obtenaient de vive lutte un certain nombre de choses. Aujourd'hui, rien. Alors pour ça, il y a une raison toute simple, c'est que d'abord le syndicalisme, en particulier le syndicalisme de la CGT, qui est le syndicalisme d'opposition. Je parle évidemment pas des liquidateurs, des syndicats jaunes du type de la CFDT qui n'ont fait que accompagner la mécanisation, la robotisation, les délocalisations et les politiques migratoires depuis maintenant 30 ans. Mais le syndicalisme CGT lui-même a fait sa mue, puisqu'on l'a vu tenir la main des sans-papiers et aujourd'hui manger dans la même gamelle que les ministres et même le président de la République. C'est intéressant ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, là. On peut y revenir. Les syndicats comme la CGT demandent la régularisation des travailleurs sans-papiers avec la bénédiction du grand patronat, et tout le monde, les syndicats y voient une victoire, la régularisation, et le patronat y voit une victoire aussi, l'explosion du SMIC. Mais ils ont raison tous les deux, puisque de toute façon le taux de syndicalisation est tellement faible en France que la CGT compte, comme le Parti communiste a liquidé par Marie-Georges Buffet, compte sur ce prolétariat de substitution, un peu comme l'ensemble de l'extrême gauche d'ailleurs compte sur eux comme sauf Arlette qui parlait du Le Pen prolétariat qui allait absolument parce que ce sous-prolétariat qui allait détruire la lutte ouvrière. Elle a raison. Le problème c'est qu'elle appartient à une secte trotskiste où on n'a pas oublié son Marx et son Trotsky et son Lénine, donc on sait de quoi on parle, mais ça ne dépassera jamais la banlieue de la Motte-Beuvron, donc voilà. Pour être plus sérieux, le problème de la France à l'égard de cette crise qui est là, c'est qu'elle va la prendre de plein fouet et les gens ne peuvent pas se rebeller quand ils n'ont pas les moyens de leur autonomie. C'est tout simple. D'abord, il faut 2 conditions à une rébellion. C'est le romantisme, je suppose, de la droite émeutière à laquelle vous appartenez, ou à laquelle vous avez appartenu dans vos jeunes années, qui fait, lieutenant Sturm, de vous une sorte de romantique de l'insurrection. Non, je vous charrie. Je suis revenu de tout ça depuis bien longtemps. Non, alors vous me posez une fausse question, une vraie question. Prétexte. La crise est dans l'homme. La crise est dans l'homme. La crise est dans l'homme, ça c'est sûr. Je le dis depuis des années. Tant qu'il y aura des frigos et des téléviseurs dans les appartements. Et Koh-Lanta. Et Koh-Lanta, et le frigo plein, c'est la chose la plus contre-révolutionnaire qui puisse exister dans un pays comme le nôtre. Ça veut dire quoi? C'est que l'individualisme a triomphé complètement, partiellement, totalement. La peur, la soumission ont réussi à glacer les mouvements, à geler les mouvements sociaux? Absolument. D'abord, il n'y a plus de lieu de socialisation de quartier. Je ne vois pas où on peut parler politique en dehors des cafés. Les cafés ont été désertés. On ferme un café tous les 6 jours dans ce pays, y compris dans toute zone confondue. De la difficulté de trouver son petit blanc à 6 heures du matin. Tout à fait. Et de la difficulté aussi de trouver des gens. Quand les gens vont mal, ils vont dans les cafés. Moi, je le sais pour les avoir longtemps fréquentés. Les gens les petites dames de 40 ans qui ont été plaquées par leur mari, etc., elles vont dans le café pour parler avec le patron, pour parler avec la serveuse, pour le gars qui rentre chez lui, sa bonne femme lui fait la guerre. Il n'arrive pas à payer ses traites avant de rentrer chez lui. Il passe un petit quart d'heure au café. Il vient boire son petit jaune. Voilà. Le jeune étudiant en errance, qu'est-ce qu'il fait? Il boit sa journée au café en lisant son bouquin. Exactement, etc. Non, maintenant, c'est un peu fini, là, parce que c'est fini. C'est racheté soit pour devenir des étables à bobos gauchistes, avec des musiques débiles, soit c'est des PMU asiatiques. C'est ça, où on ne fait que jouer aux courses, et demain, les courses de lévrier. Bingo, tirage.
Non, c'est assez infernal. Ouais. C'est infernal, et donc ces lieux de sociabilité qui disparaissent et qui en fait perdent tout leur intérêt puisqu'on ne peut plus. C'était les lieux de perdition. Et ça, c'est le lieu de la Révolution. Je veux dire, la Révolution française a été préparée dans les cafés. Alors maintenant, le Procope est devenu une sorte de grande brasserie où le café doit coûter 10 € le bout. Et encore sans le verre d'eau. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis avec le sourire, le coup de pied au cul du garçon. Donc, mais c'est là que s'est préparée la Révolution française. Et le pouvoir le sait, tout ça. Je peux vous dire une chose. Les gens sont seuls. Les gens sont très seuls, ils sont désocialisés. Il n'y a plus de lieu de... Et j'ai envie de dire, le pouvoir a fait une grave erreur d'ailleurs en faisant ça, parce qu'en fait, comme le dit de temps en temps un chroniqueur que je n'aime pas beaucoup, donc on ne prononcera pas son nom, mais qui est très admiré en ce moment dans les milieux des patriotes autonomes, Monsieur Z. Ah non, il n'est pas très admiré chez les autonomes. Non, mais chez les patriotes en tout cas. C'est que la politique, quand on interdit, quand on barre les mots, quand on barre l'expression des gens, tout ça nourrit le ressentiment et ça reviendra comme le refoulé, si vous voulez. Donc je ne suis pas très inquiet sur le fait que ça viendra. Ça va prendre des formes assez extrêmes, ce qui me laisse assez indifférent pour tout dire, parce que je pense qu'une bonne crise politique, là pour le coup, d'assainissement ne peut pas faire de mal. C'est d'ailleurs ce que disait le professeur Jean Tullard, qui était professeur à Sciences Po, et qui disait mais il faut laisser les États aller à la faillite, parce que c'est le meilleur moyen de rebondir, de repartir. Alors justement, cette France paralysée, cette France qui souffre, cette France qui ne lutte plus, est-ce que c'est un cas unique en Europe? Parce qu'on a vu les Grecs quand même en masse dans la rue, et puis ça prend des formes assez oppositionnelles, hein, assez frontales, de magnifiques manches de pioches hérissées. On en parlait tout à l'heure, hein, ils n'ont rien perdu de la phalange, même si cette phalange est extrême gauchiste. Bon, ça ne mène pas très loin. Mais disons que les Grecs, alors c'est quoi? Ils sont au pied du mur, ils sont encore plus touchés, donc ils descendent, il n'y a plus rien à faire. Alors c'est intéressant ce qui se passe en Grèce. Parce que, non, je pose la question parce que là depuis 2-3 jours, en fait, il y a une grande décrue des manifestations. Oui. C'est aussi ça un phénomène intéressant. Depuis que les versements de l'Europe ont commencé, les manifs se vident. Alors il y a bon, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. En tout cas, ce que je sais, c'est que pendant des mois, la rue grecque était tenue par les organisations gauchistes. Qu'elles ont marqué des points, au point d'inquiéter le ministre Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, l'année dernière, au moment de la réforme des lycées. Darcos n'avait qu'une peur, c'est qu'il y ait une contamination à la grecque. Alors évidemment, ça ne concernait que des mouvements d'extrême gauche, de voie d'ultra gauche, mais hors organisation. C'est ça qui est intéressant, ce sont des milieux d'extrême gauche, mais hors orga, hors syndicalisation, exactement. Et ça, c'est ce qui inquiète le plus les pouvoirs. C'est ce qui inquiète le plus le pouvoir, parce que le pouvoir veut bien se rentrer dans un rapport de force, mais pour lui, il lui faut des interlocuteurs. Il faut que quelqu'un puisse dire à un moment donné, bon, comme le fait la CGT, bon, maintenant, les enfants, on rentre à la maison, c'est fini. On a obtenu nos 2,50 € par tête de pipe, on rentre. Or, le problème avec les mouvements d'auto-organisation des luttes et spontanéistes, etc., c'est l'absence d'interlocuteurs et le caractère très incontrôlable et maximaliste dans l'ordre des revendications. Pour tout vous dire, moi je me reconnais, sinon dans les revendications, en tout cas dans la méthode qui est prônée. D'autre part, j'en suis très content, parce que à partir du moment où justement il n'y avait pas de monopolisation de l'action par des organisations syndicales, que se passait-il? Ces manifestations qui étaient très groupusculaires au début, en raison de leur absence de sectarisme organisationnel, ont pu accueillir des retraités, des lycéens, des étudiants, des mères de famille, des assureurs, des automobilistes, etc., qui se sont tous groupés dans la rue. On a quand même vu des mamies grecques. Oui, c'était impressionnant. Ouais. Bon, voilà. Et il faut savoir que tout ça tout ça a été camouflé à la population française par les médias. Ouais. Il y avait ordre de ne pas montrer les images de ces choses. On pouvait les voir sur Euronews, pour ceux qui ont le luxe d'avoir le câble. On peut les avoir dans la presse étrangère, mais voilà. Alors, la Grèce est sous perf. Sous perfusion, le Portugal, l'Espagne, on parle aussi de l'Irlande, l'Angleterre elle-même. Donc tous ces pays ont l'air d'aller de plus en plus mal. La France, c'est pour quand? Pour octobre prochain. Ah,
Donc, vous avez une date? Automne prochain. On fera une émission à ce moment-là, ça peut Oui. être intéressant d'ailleurs. Écoutez, c'est toujours compliqué de faire des prédictions, mais en tout cas, moi, je prends ce risque. Je vous prédis pour l'automne prochain une situation à la grecque. Alors après, je ne prédis pas les événements exacts qui vont se produire en France. Ouais. Est-ce que les gens seront tous dans la rue en train de cramer chacun son CRS, ou est-ce qu'ils seront dans une grogne qui aura quand même été prise en main par la gauche? Je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que la France sera concernée par les mêmes problèmes de refinanciarisation, enfin de recapitalisation, si vous voulez, de sa dette, puisque de toute façon, l'année prochaine, on sera à 110% du PIB en termes de dette. Là, on est, je crois, à plus de 80%. Pour parler clairement, pour parler plus clairement, on sera les milieux financiers internationalistes demanderont la rigueur. ça y est, Sarkozy l'a lancé. Hein. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que nous sommes dans un vieux pays étatiste où vous savez, il y a la moitié de la France qui travaille pour payer que l'autre moitié à la surveiller, quoi. Donc, on est un pays quand même très étatisé, et donc, il faut pas trop pousser non plus mémé dans les orties, parce que encore une fois, il y a que la moitié du pays qui paye pour l'autre. Donc, il y a une limite à l'élasticité des Français. Ouais. Les Grecs, comme les Espagnols, comme les Portugais, comme les Italiens, ont une très mauvaise habitude pour au vu du ministère des Finances et de l'impôt, c'est la fraude. Ou la fronde peut-être, mais en tout cas l'économie, disons, informelle, comme on dit joliment, c'est-à-dire en gros le black. En France, ça existe, mais c'est quand même limité. Ça aussi, ça limite les marges de manœuvre et les marges de récupération de pognon. La France n'a pas l'élasticité de ces autres pays. Très bien. Comme le temps nous est compté, nous rentrons dans les 7-8 dernières minutes de l'émission. Alors, je tiens tout de suite à préciser à nos amis qui auraient pris l'émission en cours, à nos amis auditeurs, que Monsieur PGL n'est pas là ce soir, et donc sa chronique n'apparaîtra pas en fin d'émission, mais que vous la retrouverez directement sur le blog Méridien Zéro, @fort.com. Pour terminer, j'ai envie de poser la question du « et maintenant ?» Alors, parce qu'on est aux perspectives, il nous reste 7 minutes, et maintenant? Alors, très rapidement, solution concrète. Chacun doit, dans le maximum de ses capacités, accroître son autonomie, c'est-à-dire sa capacité à répondre à ses besoins vitaux. Alimentation, vêtements, énergie, scolarisation des enfants, etc., etc. Et cela doit passer par des réseaux alternatifs, solidaires. Donc il faut s'auto-organiser avec ses voisins, ses amis, c'est des gens qui appartiennent à la même... Ses camarades. Ses camarades, ça peut être aussi une communauté d'intention, c'est-à-dire des gens qui sont mus par les mêmes idéaux et qui se groupent. Et ça, c'est indispensable parce que tout ce qui échappera au système marchand sera préservé de l'effondrement. Ensuite, il faut thésauriser des valeurs, de l'or, acheter de la terre, acheter tout ce qui vous permettrait en fait de subvenir à vos besoins ou de pouvoir abandonner votre poste de travail sur votre iPod, iMac, je ne sais pas quoi, dans les services et dans le tertiaire pour basculer sur des choses plus humbles, mais autrement plus satisfaisantes, comme, je ne sais pas, l'enseignement, l'agriculture. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est comme le dit un de mes vieux camarades qui a, je crois, l'habitude de venir à ce micro, Contrepont, les années 30 sont devant nous. Sauf que la différence des années 30, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas les protections que nous avions alors. On va prendre très très cher. Donc ceux qui ne seront pas prêts, ceux-là seront obligés de vendre leur cul pour en bouffer. Voilà. D'accord. D'autre part, je dirais que le chômage augmente, vous le disiez tout à l'heure. La situation est tragique. Il y a 25% de chômeurs en Espagne. Ça ne va pas aller mieux. Hein. Les Espagnols aujourd'hui s'expatrient en France pour trouver du boulot. Ils ont le droit, c'est Schengen. Les Français vivent dans un monde dans un monde du travail extrêmement robotisé, mécanisé. C'est la seule raison pour laquelle le chômage augmente. À partir du moment où vous faites des gains de productivité en mécanisant, en industrialisant, Oui, parce qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Cette dernière crise a été un jackpot pour un certain nombre d'actionnaires de grands groupes. Bien sûr, ça a été l'occasion d'un énorme gain de productivité pour beaucoup d'entre eux. D'un grand nettoyage de personnel. C'est ça. Et donc, il ne faut pas chercher à résorber le chômage à partir du moment où on est dans une société de l'informatique où tous les métiers sont en train de se prolétariser, c'est-à-dire qu'on est en train de soustraire aux gens leur savoir-faire, mais même jusqu'aux médecins. Les médecins aujourd'hui dans leur cabinet ont des logiciels qui leur disent quels médicaments prescrire selon la maladie, la pathologie qu'ils ont cru déceler. Et ça, c'est une forme de prolétarisation parce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'être diplômé en médecine pour pouvoir donner des médicaments à des gens. Vous voyez, c'est ça la prolétarisation qui est en cours. C'est que ça a commencé avec les ouvriers, avec les premières machines à tisser au 19e siècle dans la révolution industrielle avec l'oud.
avec donc les ludistes qui se sont rebellés contre les machines. On commence à casser les machines. Oui. Et c'est ce qui se produit sans cesse. Toujours plus de métiers sont concernés. Moi, vous savez que j'ai exercé dans le journalisme. Le métier que j'ai exercé de secrétaire de rédaction est compromis par la mécanisation. Aujourd'hui, des petits Chinois ou des petits Indiens peuvent le faire de chez eux. Et il en va de même pour tout. Donc il faut s'autonomiser, acquérir son logement, acquérir son outil de travail, s'autonomiser pour la survivance et se politiser. J'ai envie de dire, il faut sortir il faut sortir de son salon, il faut s'opposer. Il faut y aller dans le réel. En toute occasion, il faut élever la voix, il faut gueuler, il faut demander le respect de ses droits sociaux, ses droits nationaux. Voilà, il faut demander à être respecté. Nous sommes encore maîtres chez nous. Et ce sera peut-être l'opportunité que la famille patriotique dans dans les grandes largeurs attend depuis un siècle. Cette crise, elle a été prophétisée par des penseurs comme Maurras, comme Bainville, comme d'autres. Tout le socialisme français n'a parlé que de ça. Mais elle est là maintenant. Et alors, qu'en avons-nous fait depuis qu'elle a éclaté cette crise? Pas Rien. grand-chose. On nous entend très peu. Il n'y a pas de bataillon, il n'y a pas de section, il n'y a même pas de groupe de combat. Hein. On est très très faible sur le plan de la propagande Donc c'est et très sur simple. le plan d'ailleurs de la contre-offensive qui consisterait en une proposition alternative, un autre modèle. Je veux pas m'étendre, mais je dirais juste que il y a 15 ans, un Anglais qui était dans l'administration de la mise en place de l'euro, Bernard Connolly, a expliqué dans un livre tout ce qui se passe. Tout a été déjà expliqué. Nous avons prédit depuis 100 ans tout ce qui nous arrive, mais sur plein de sujets, si vous voulez. Et ah oui, la famille nationale et patriote a largement écrit et diffusé ce qui se passe. On a été des Cassandres. Alors qu'est-ce qui se passe? On a de grosses têtes et de petits bras. Il faut en conclure. Donc c'est la chance historique pour notre famille politique d'être crédible auprès des Français. Aujourd'hui, dans le monde, on lit des articles qui disent que les arguments des eurosceptiques, là je parle de l'euro, non pas l'Europe, mais l'euro comme monnaie unique, tous les arguments contre l'euro étaient valables et qu'il fallait écouter les gens qui étaient contre au moment de sa mise en place. Et aujourd'hui, c'est dans le journal Le Monde. Ce qu'ils devraient faire, c'est d'aller chercher les hommes politiques et les cadres patriotiques pour leur dire « Ok, vous avez raison, bon maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» On devrait avoir des tribunes libres. Mais alors là, c'est le monde de bisounours. Non, bien entendu, je veux dire dans un monde normal, c'est ce qui devrait se passer, c'est-à-dire ce serait ça, un véritable débat. On gagne, alors, je dirais idéologiquement, on devrait nous demander de proposer nos solutions politiques. Ça n'arrivera pas. Donc il faudra les imposer, et donc il faut que les gens sortent de chez eux et commencent à s'organiser. Aller dans la rue et soulever la vindicte populaire. Mais je vais vous dire, je vais vous faire quelques confidences, que j'ai encore la chance de fréquenter des milieux de décideurs. Je m'en flatte pas particulièrement parce que c'est pas des gens très intéressants, mais ils ont le choix des événements un peu. Ils sont à la différence de nous, ils contrôlent, ils ont un peu la main sur les manettes. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne parlent tous que d'insurrection. Ils ne parlent que de ça. C'est leur grande frayeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pouvoir, l'oligarchie, trempe dans ses chaussettes. Bon, eh ben c'est sur cette excellente peur qui devrait tous nous faire réagir, monter au créneau, fonder des groupes militants et attaquer le réel. Il nous reste 40 secondes. Merci beaucoup, Monsieur K. Alors ça ne peut être qu'une introduction. On va se revoir. On va continuer à parler de cette crise parce que vu qu'elle s'est installée il y a longtemps, elle sera encore là pour un moment. Merci beaucoup. C'était donc une lieutenant Sturm à la barre de cette émission Méridien Zéro consacrée à la crise. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts de nos émissions et les écouter en direct sur notre blog méridienzero@oeffort.com, que vous pouvez nous écrire pour nous féliciter, nous poser des questions, nous insulter, il n'y a pas de souci, sur zmeridien@yahoo.com. Merci à tous, à très bientôt, bonsoir.